Accord, corps à corps. Et ce matin, donc je vous l'avais dit, on va revenir sur cette actualité européenne parce que vous commencez à le savoir, tout bouge très rapidement d'ailleurs. Et nous voulions faire un tour d'horizon des pays européens en proie à ces mouvements de révolte, mouvements populaires notamment, dont nous avons déjà parlé sur Toxin. Il y en a un dont on a moins parlé, c'est la Grèce d'ailleurs, qui a connu de fortes manifestations fin février, début mars. Je propose de regarder ces images en Grèce. Voilà, donc là, vous voyez, il y a du monde et de la révolte. Ensuite, on va partir en Roumanie. Alors là, pour le coup, on est déjà revenu beaucoup, hein, mais regardez quand même cette manifestation en Roumanie. Manifestation du 11 mars. La Grèce, c'était le 28 février, j'ai oublié de rappeler. Ah, puis, on va... Donc là, c'est la Roumanie. Ensuite, on va partir en Serbie. Les manifestations qui continuent. Énormément de monde et vous voyez des icônes. C'est intéressant aussi, on en avait déjà parlé un petit peu. Et voilà, que vous comprenez. Et puis là, je rappelle aussi qu'hier, 24 mars, nous commémorions les 26 ans des bombardements otaniens sur Belgrade. Évidemment, on pourra en parler avec Nikola Mirković. Donc beaucoup de sujets dans cette Europe, notamment de l'Est, en ébullition. Cette Europe des peuples qui se réveillent et qui ne veut pas se laisser dicter son agenda par une caste européiste qui a décidé de faire sécession avec les intérêts nationaux. Et puis, en parlant d'intérêts nationaux et de sécession, Gabriel Attal a pris la parole pour annoncer que son objectif était de porter le processus d'adhésion accéléré de l'Ukraine à l'Union européenne. On écoute Gabriel Attal. L'adhésion de l'Ukraine à l'Union, c'est un objectif partagé parce qu'elle offrira une garantie de sécurité supplémentaire à l'Ukraine. Ces derniers mois, le pays a entamé des réformes importantes, a montré une détermination pour intégrer l'Union. Et aujourd'hui, alors même que l'avenir est incertain, nous nous engageons à soutenir un processus d'adhésion accéléré de l'Ukraine pour que des députés européens ukrainiens observateurs puissent siéger dès l'année prochaine au Parlement européen. C'est notamment un des objectifs que nous portons tous ensemble. Voilà, pour comprendre ce qui se passe réellement finalement dans cette Union européenne ou continent européen pour être plus exact, je suis très heureuse d'accueillir Grzegorz Pupinck et Nikola Mirković. Bonjour Grzegorz Pupinck. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, juriste, essayiste, directeur du think tank chrétien conservateur, le CLJ. Puis nous sommes également avec Nikola Mirković. Bonjour Nikola Mirković. Bonjour Clémence Odiakova. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes analyste géopolitique, président de l'association Ouest-Est, auteur de Bienvenue au Kosovo. Peut-être on va le rappeler puisqu'on a ce triste anniversaire aux éditions du Rocher, Le chaos ukrainien, auto-édité, puis L'Amérique Empire aux éditions Temporis. Alors, que se passe-t-il peut-être Nikola Mirković sur on va dire, ces différentes manifestations, révoltes populaires que l'on peut voir sur le continent européen? Comment vous analysez finalement les grandes lignes? Je pense que le premier constat, et on le sait, c'est que le monde occidental va globalement mal. On est dans des sociétés qui économiquement, en Europe en tout cas, de l'Ouest, vont mal. Les indicateurs économiques ne sont pas au niveau attendu. La société est en train de s'effriter. On est en train d'avoir des discussions majeures sur l'identité, sur la famille, sur la sécurité, sur la justice. Bref, il y a peu de sujets de société qui soient, on va dire, optimistes. Et donc, notre société occidentale va mal. Et il y a une désillusion, je pense, qui est majeure, qui est particulièrement importante, qu'on ne mentionne pas assez, qui est cette désillusion de la démocratie. C'est-à-dire qu'on a des personnes maintenant qui de plus en plus vont se retrouver dans la rue. On en parlera dans quelques instants sur les motivations de ces manifestants dans différents pays de l'Est, sur cette idée qu'il y a vraiment une caste qui s'est appropriée le pouvoir, que la démocratie est un leurre, que les élections peuvent être manipulées, que les médias jouent pas leur rôle de confrontation des idées, et qu'on est très clairement très très loin de l'idée démocratique athénienne où les citoyens étaient choisis au hasard pour aller dans l'ecclésia, dans la boulée, où les magistrats étaient aussi élus et redevables de leurs actions. Un stratège grec pouvait être condamné à mort s'il avait pris une mauvaise décision. Bon, sans aller jusque-là, on voit que partout en Europe, il y a une espèce de désillusion et une frustration qui couvre ces thèmes, non seulement économiques, mais également sociaux et, je veux dire, de valeurs des États dans lesquels ils vivent. Donc, du coup, il y a un peu tout ce mélange, mais c'est vraiment une exaspération
contre le système. Et là, c'est vraiment là, entre la Grèce, la Roumanie et la Serbie, vous voyez cette ligne directrice, on va dire. Les trois peuvent s'appuyer sur une forme de désillusion, de déception et évidemment de colère. C'est à vous que je pose cette Oui, question, Nicolas. très clairement. Oui, très clairement, parce que dans ces cas, la Grèce, que reprochent les Grecs à leur gouvernement, c'est de ne pas avoir trouvé les coupables d'un accident ferroviaire qui a coûté la vie à une cinquantaine de personnes. Il y a 2 ans déjà, Oui. c'était lors de cette commémoration que les Grecs sont descendus dans la rue. En Serbie, les Serbes sont descendus dans la rue parce qu'il y a eu l'auvent d'une gare à Novi Sad qui s'est écroulée en novembre dernier, où il y a eu 15 personnes qui ont été tuées et de nombreuses blessées. Le ministre de l'architecture, des transports, pardon, a été limogé, mais différents éléments de l'enquête n'ont pas été dévoilés. Il y a des éléments qui ont été cachés ou en tout cas perdus. Et les Serbes descendent dans la rue. Et c'est pas juste cette gare, ce sont des gouttes d'eau qui font déborder les vases à chaque fois. Alors évidemment, quand vous mettez autant de personnes dans la rue, il va y avoir la spontanéité des manifestations. Et je pense, moi, que ce soit la Roumanie, la Grèce ou la Serbie, il y a essentiellement de la spontanéité. Les personnes veulent plus de transparence, veulent que les manifestants veulent de la transparence et veulent que les responsables politiques soient responsabilisés. Il y a eu des morts. Qui est le responsable? Pas forcément pour le clouer au pilori ou le tuer comme on pouvait le faire avec les stratèges de l'Antiquité, mais parce que cette caste, en tout cas ceux qui sont au pouvoir, et des comptes à rendre. Alors évidemment, vous allez avoir, on en parlera certainement aussi, des groupes, des mouvements qui vont essayer d'influencer, qui vont essayer de récupérer ces manifestations. Mais je pense que ce serait une erreur de penser que ces manifestations sont toutes des révolutions de type orange, de type révolution des roses qu'on a pu connaître. On ne voit pas forcément, on ne voit même pas du tout, en tout cas en ce qui concerne la Serbie, la Grèce, et les grandes manifestations de Roumanie, des symboles de l'OTAN, des symboles de l'Union européenne qui caractérisent ces révolutions de couleur. Il y a des atlantistes en Roumanie, en Serbie, qui essaient de profiter de ce mouvement de foule massif. Ce sont des très grandes manifestations et qui ne concernent pas que la bourgeoisie des grandes villes, ce qui sont en général les premiers à manifester contre des gouvernements qu'on va caricaturalement qualifier de conservateurs, de droite. Non, c'est pas ça le sujet. Il y a des mouvements qui vont essayer d'influencer, mais qui sont minimes. Et ne pas comprendre cette colère populaire dans l'ensemble de ces manifestations serait faire une erreur de diagnostic. Oui. Alors, Grégoire Pupin, finalement, même question. Et est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Nicolas Mirkovic sur le fait que là, pour le moment, on va rester sur ces trois pays, Grèce, Roumanie, Serbie. Les manifestations qu'on a pu voir à l'image, donc ces gens en colère dans la rue, c'est l'expression d'un mécontentement spontané, enfin d'une manifestation spontanée du peuple. Et puis, pour aller un peu plus loin, comment on fait pour distinguer les manifestations spontanées des manifestations, on va dire, organisées, orchestrées? Vous êtes notamment spécialiste des actions de George Soros, orchestrées notamment par, on peut dire, George Soros et autres ONG. Alors, souvent, en fait, merci, souvent il y a une orchestration qui vient profiter d'un événement ou d'une manifestation spontanée, donc ça se passe souvent en deux temps. Ce qui est intéressant, c'est de voir maintenant comment ces mouvements de foule sont éventuellement récupérés ou comment il y a des tentatives de récupération. Oui, je pense effectivement ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a un caractère spontané. Pour la Roumanie, c'est clairement les élections, le vol du premier tour qui a provoqué ces manifestations. Ce qu'il y a de commun entre la Grèce, la Roumanie et la Serbie, c'est, je pense, le rejet d'une certaine classe dirigeante qui a mené le pays dans une forme de corruption, qui n'a pas su maintenir les infrastructures, alors ferroviaires pour la Grèce, mais c'est un symbole. Et donc c'est un rejet d'un système politique, d'une classe dirigeante qui maintenant est usée. Il y a une volonté d'autre chose. Cette volonté d'autre chose, en Roumanie, elle s'est portée vers Georgescu. Elle se porte vers la droite, elle se porte surtout vers le rejet en fait des partis qui ont dirigé le pays pendant ces dernières années. Et pour la Roumanie, pour la Grèce, pardon, et pour la Serbie, c'est aussi probablement la même chose, le rejet donc d'un système corrompu, largement. Bon. Et donc, maintenant, la récupération, on verra, parce qu'on est vraiment à une période charnière, une période critique. Vous savez, ces pays sont
enfin les pays des Balkans sont candidats pour l'adhésion à l'Union européenne. Ce sont des pays, vous avez parlé des icônes, qui sont de culture slave pour la plupart, de religion orthodoxe. Voilà, donc nous sommes à une période charnière. Est-ce que ces pays vont vont partir dans la grande vague conservatrice, comme il semblerait que ce soit le cas en Roumanie, dans le mouvement de Donald Trump, et dans ce cas-là, plutôt être critique à l'égard de l'Union européenne et de l'OTAN, ou est-ce que, au contraire, ces pays vont continuer à aller dans le sens de l'Union européenne? Et vous parliez de l'Open Society de George Soros. Oui. Dans ce cas-là, ils continueraient dans le mouvement de ce qu'avait initié aussi l'administration Biden, à savoir le fait de raccrocher vraiment les Balkans au bloc occidental. Il y a une chose qui est intéressante à regarder concernant l'Open Society. On Ouais. a dit il y a quelques années que l'Open Society se retirait de l'Europe. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, si vous regardez où sont les bureaux de l'Open Society, ils sont quasiment tous dans les Balkans. Vous en avez en Macédoine, vous en avez en Serbie, vous en avez en Albanie. C'est vraiment les Balkans qui sont la région, les Balkans de l'Ouest qui sont la région stratégique aujourd'hui. Alors il y a cet événement des manifestations. On verra qui va réussir à les récupérer. En tout cas, c'est extrêmement important, et en particulier ce qui se passe maintenant en Roumanie. On pourra aussi parler de la Hongrie parce que il y a des élections aussi qui approchent Eh en oui. Hongrie l'année prochaine. Il y aura aussi de grands enjeux sur l'orientation de la Hongrie, Est, Ouest. On a vu Viktor Orban qui a fait un discours le 15 mars dernier extrêmement important. J'invite les auditeurs à lire ce discours. Tout à fait, on l'avait commenté Extrêmement d'ailleurs. important. Je rappelle qu'on a une interview très intéressante sur le discours de Hongrie, donc on va mettre le lien immédiatement dans le chat. Je profite pour faire la promotion parce que c'est très important, c'est assez fondamental comme vous l'avez dit. Grégoire Pubin, pardon. Oui, je c'est vous ai mis- fondamental parce en fait, il dit vraiment maintenant qu'il y a l'opposition entre d'un côté un empire mondial qu'il appelle Arc-en-Ciel, enfin l'empire voilà, qu'on connaît bien, l'empire de l'Union européenne, anciennement de Biden, et face à cela, lui, il veut défendre l'avenir de la civilisation européenne. Pour lui, c'est ça qui est en cause, c'est vraiment l'avenir de la civilisation européenne, y compris de la culture chrétienne, du mode de vie chrétien, face à un empire globaliste, mondialiste, post-chrétien et aussi, dit-il, immigrationniste, on va dire. Oui. Donc il y a vraiment, nous sommes à une époque extrêmement importante, avec deux approches très opposées de l'avenir de la société européenne, de l'avenir du monde. Et ce qui se passe dans les Balkans est assez déterminant parce qu'on verra de quel côté les Balkans vont basculer. Ouais, en fait, je comprends, c'est très intéressant ce que vous dites. On vit une époque charnière et ça peut basculer dans un sens ou dans l'autre parce que ce mouvement populaire peut finalement être récupéré pour être basculé dans le sens inverse de ce que voulait vraiment la population. Et pour aller dans votre sens aussi, Grégoire Pupin, on a cet extrait de Valérie Hayé qui propose de retirer le droit de vote, donc le droit de veto, à Viktor Orban au Conseil européen parce que finalement, il n'irait pas dans le bon sens. Allez, on écoute et je vous laisserai commenter après. Oui, dans les discussions avec les chefs d'État et de gouvernement, effectivement, il joue sa propre partition. Il est systématiquement en soutien de Poutine, en opposition à l'Ukraine, en soutien à toutes les actions de Donald Trump, y compris quand elles sont brutales vis-à-vis des Européens. Nous, ce qu'on porte avec le Parlement européen, c'est de dire un État, un gouvernant qui ne respecte plus nos valeurs fondamentales. Vous l'avez cité, vous avez donné des exemples. En Hongrie, aujourd'hui, l'État de droit est piétiné. Les juges sont mis au pas, les oppositions sont menacées, n'ont quasiment pas de temps d'antenne au moment des campagnes électorales. Donc nos principes démocratiques ne sont plus respectés. Nous, ce qu'on demande, c'est de retirer le droit de vote de Viktor Orban, parce que quand vous adhérez à l'Union européenne, vous adhérez à ses valeurs, à ses principes. Aujourd'hui, Moi, je pense que ça vaut 2 heures de dissertation, cet extrait, Grégoire Pupin, mais je vais peut-être pas vous donner 2 heures, mais si vous voulez bien réagir. Oui, non, vous avez vraiment raison. Je pense qu'il faut. J'observe les institutions européennes depuis 25 ans. Je peux vraiment vous dire que la question des valeurs ne doit pas être sous-estimée. Oui. Elle est essentielle. Les sanctions qui s'appliquent aujourd'hui contre la Hongrie, qui se sont appliquées contre la Pologne, ont été adoptées en raison de choix de valeurs de ces gouvernements. Sur les questions de mœurs, sur les questions d'avortement, sur les questions d'immigration. La Hongrie, en plus, Orban, en plus, au départ, a eu l'idée de se délier, on va dire, du pouvoir de certaines banques sur son gouvernement et sur son économie. Et dès lors, il a eu effectivement de grosses difficultés. Je pense que Viktor Orban est de plus en plus
euh, explicite dans l'exposition de ce combat culturel. Il est parfaitement connu, il est parfaitement réel. J'ai aussi bien connu à Strasbourg, au Conseil de l'Europe, l'époque où la Russie participait aux travaux du Conseil de l'Europe, et j'ai vu de mes yeux, j'ai très bien vu ce combat culturel entre ces pays-là, la Russie d'un côté, avec la Pologne, la Hongrie et d'autres, et comment le différent culturel sur finalement à la fin les valeurs chrétiennes, la culture chrétienne, est essentiel et central pour expliquer. Ce qu'on voit aujourd'hui, alors juste pour finir, avec l'Ukraine, c'est effectivement quand quand l'Union européenne veut accélérer l'adhésion de l'Ukraine, eh bien, on n'agit pas très différemment de la Russie. Enfin, ça veut dire que entre la Russie, qui bien sûr veut influencer durablement l'Ukraine, Trump qui veut aussi utiliser les ressources ukrainiennes, et l'Union européenne qui veut accélérer l'adhésion, dans les trois cas, en fait, les trois acteurs veulent en fait exercer un pouvoir sur l'Ukraine. Mhm. Donc, ce sont le combat entre trois empires, entre trois puissances politiques considérables qui maintenant se battent pour effectivement faire rentrer l'Ukraine dans leur propre sphère d'influence. Et je pense que pour ça, c'est aussi donc un moment voilà, essentiel. Et il faut comprendre, je pense que euh, le combat culturel qu'il y a entre l'Occident, entre l'Union européenne et la Russie, pardon, eh bien, il se joue effectivement sur les Balkans et maintenant sur la question ukrainienne, bien sûr. Ouais. Et alors, on va revenir sur cette crise des Balkans. Je voulais juste, pour que tout le monde ait bien en tête ce qu'elle vient de dire Valérie Hayé, j'ai oublié de préciser, députée européenne qui a porté le mouvement Renaissance. Hein. Elle dit ça va, Viktor Orban, donc, hein, va contre nos valeurs fondamentales. Bon. Donc ça, les valeurs, comme vous l'avez dit, c'est très important. C'est à peu près la seule chose qui leur reste, parce que la démocratie, pas forcément. Alors, elle dit, ça va contre les principes démocratiques. Mais donc, il va contre les principes démocratiques, donc pour défendre, entre guillemets, leurs principes démocratiques, il faudrait empêcher à Viktor Orban de voter, donc d'appliquer la démocratie. On est quand même dans un monde de fous. Hein. Non, mais j'aime bien remettre quand même les expressions à plat pour qu'on se rende compte de l'inversion plutôt, du sens des mots. Nicolas Mirkovic, sur ce, je me retourne vers vous et on va revenir sur en effet cette haute tension au niveau des Balkans. Je pense que c'est très important. Grégoire Pupin qui en a parlé, de parler de cette finalement mainmise. Là, vous avez cité l'Open Society de George Soros, mais il y en a peut-être d'autres, en tout cas, sur les Balkans, et cette tension maximale qui se joue en ce moment et qu'on peut voir dans la rue, finalement, entre deux cultures, deux civilisations, celle voulue par George Soros et puis peut-être une un peu plus populaire et souverainiste. Nicolas Mirkovic. Quand il y a eu la dislocation violente de la Yougoslavie dans les années 90, la première chose qu'ont fait les atlantistes de Bruxelles et de Washington, c'était de reprendre les différents pays en main pour les contrôler. C'est aussi simple que ça. Et quand on dit contrôler, qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'abord récupérer les marchés. Donc l'ex-Yougoslavie est un pays de plus de 20 millions d'habitants qui avait une économie, qui avait sa propre industrie de l'armement, industrie de l'automobile, de l'aviation, qui avait une agriculture qui était prospère. Tout cela était démantelé. C'est la technique, des pays atlantistes. Tout ça a été démantelé, rasé, détruit pour que des multinationales occidentales arrivent et s'installent. Et donc les Serbes, les Yougoslaves ne roulent plus en voiture yougoslave, ils roulent maintenant en voiture allemande, italienne, française. Et donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est un coup qui est très très classique là. On a besoin de ces pays-là pour fabriquer des automobiles, pour exporter des petits pois qui sont mis dans des conserves en Yougoslavie, on remet une étiquette allemande dessus, puis on le réimporte en Yougoslavie. Donc à quoi sert l'ex-Yougoslavie aujourd'hui? Elle sert à fournir de la main-d'œuvre bon marché à des grandes entreprises internationales occidentales. Voilà ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce qui se passe? On veut garder les salaires bas, on ferme les yeux sur la corruption, le but c'est ça, et derrière, la marge qui est faite sur ces produits qui vont être fabriqués à coût pas cher et exportés dans le reste du monde, la marge va repartir dans les pays qui ont participé au bombardement. Donc, si vous voulez, ça ne peut pas marcher. C'est une équation qui ne peut pas marcher parce que les uns intéressent qu'il y ait le maximum, qu'on serve le maximum la vie localement et qu'on ait des coûts bas, et les autres, ils ont intérêt, que veulent les populations de ces pays-là, ils veulent
eux aussi participer à la croissance, ils voudraient qu'il y ait de la marge qui reste, ils voudraient pouvoir développer leur pays, ils voudraient lutter contre la démocratie. Et on leur a promis beaucoup de choses. N'oubliez pas que tout cela a été fait sous l'égide de la démocratie, de la défense des droits de l'homme, du bien-être entre peuples. Et si on regarde l'ex-Yougoslavie aujourd'hui, ce que c'est un pays qui est complètement sous contrôle de l'OTAN, de pays quasiment complètement sous contrôle de l'OTAN. La Serbie et la Bosnie-Herzégovine résistent encore. Ce sont des pays où il y a aussi, en parallèle de cette mainmise économique, donc du coup qui assèche, si vous voulez, toute l'économie locale, enfin en tout cas qui brime les élans locaux, parce que du coup c'est extrêmement difficile quand vous avez 20 millions d'habitants et que vous représentez maintenant 6 pays avec entre 2 et 7 millions d'habitants, vous n'avez plus la même force. Et en parallèle de ça, il y a toute cette politique de réingénierie qui est en train d'être mise en place. Et donc, on a des millions, si ce n'est des milliards, on va dire des milliards de dollars qui sont arrivés dans les Balkans pour expliquer à ces différents États comment. J'ai vu les documents de l'USAID pour la Serbie qui expliquaient à la Serbie qui existait, qui existe depuis le Moyen-Âge, bien avant que les États-Unis n'existent, et les Américains étaient en train d'essayer d'apprendre aux Serbes comment monter leur ministère de la Justice. Ce que c'est qu'un homme et une femme, ce que c'est que le mariage, ce que c'est que l'éducation, ce que c'est que l'école. Et on parlait de tout ça, les médias étaient rachetés par des sociétés occidentales qui étaient en train de distribuer que des vidéos, de la communication woke et de cancel culture. Donc, si vous voulez, c'est de la domination. Et là, il y a un rejet global de tout ça. En Serbie, en tout cas en ce moment, il y a un souhait que le peuple reprenne en main sa destinée, sa politique. Ouais, et d'ailleurs, peut-être revenons 2 secondes sur les icônes qu'on a pu voir dans ces différentes manifestations en Serbie. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'identitaire, en fait. Voilà ce que nous sommes, voilà nos racines. Et on voudrait peut-être revenir à notre... C'est peut-être une révolte identitaire avant tout, avant même d'être une révolte contre la corruption, contre autre chose. Voilà ce que nous souhaitons rester, en fait, non, Nikola Mirković? Oui, complètement, complètement. Je vous dis, il n'y avait aucun drapeau européen ni de l'OTAN à Belgrade, contrairement à ce qu'on a pu voir à Kiev. Alors, il y avait d'énormes icônes, il y avait des prêtres qui étaient dans ces manifestations. C'était vraiment un mouvement de réappropriation de sa souveraineté, de remettre l'église ou le temple orthodoxe, si vous préférez, au milieu du village, même au milieu de la ville, pour que le peuple serbe soit... maître de son propre destin. Et je pense que c'est extrêmement important. Et le fait qu'il y ait ces défilés derrière des icônes et que ça ne choque personne, et que en effet, c'est une jeunesse serbe, c'est la jeunesse serbe qui est très active dans ces manifestations des universités. C'est une jeunesse qui a décidé de ne pas émigrer, de ne pas fuir. Elle est attachée à ses racines, elle est attachée à son modèle de vie traditionnel, elle est attachée à la Serbie. Et aujourd'hui, elle ne veut pas que la Serbie prenne la direction qu'elle est en train de prendre aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'elle descend massivement et que aux étudiants se sont adjoints des anciens, des vétérans de la guerre, des agriculteurs, des avocats, d'autres corps de métier qui réclament un peu de la justice, qui réclament de la transparence, qui réclament un peu un pays qui soit fondé sur des valeurs traditionnelles et de justice. N'oubliez pas que la plupart de ces pays de l'Est qui étaient sous le joug communiste, on leur avait promis que la démocratie, c'était génial, que tout le monde allait en profiter, que tout le monde allait pouvoir s'exprimer, que le plus pauvre allait pouvoir devenir très riche, que tout le monde allait bien s'entendre, et puis qu'il allait avoir un pouvoir d'achat qui allait culminer à des sommets incroyables, et que ce qu'on voyait dans les films américains allait se retrouver dans le pays. Voilà ce qui avait été promis à tous ces pays de l'Est. Et je pense qu'eux encore, ils sont désillusionnés. Nous, on a été, par mitraditisation, on a été éteints petit à petit, comme là, vous savez, le homard ou la grenouille, selon vos goûts culinaires, à qui on augmente petit à petit la température. Eux, ils sont encore, eux, ils se souviennent encore de ces promesses qui leur étaient faites. Ils se disent, mais où est la démocratie ? Où est cette prospérité ? Où est la paix ? Il y a encore des guerres en Europe. Derrière ces promesses de démocratie et derrière ces promesses des atlantistes, rien ne tient aujourd'hui. Et tout est encore plus fragilisé qu'il était avant. Il y a même parfois de la nostalgie pour l'ex-Yougoslavie en disant c'était socialiste, c'était terrible. La liberté d'expression, c'était clairement pas le point fort. Mais il y avait la paix, il y avait la stabilité, on avait des économies. Donc c'est vous dire à quel point certaines personnes sont désillusionnées par les mensonges, la fraude des mots, c'est extrêmement important, pour reprendre les termes de Platon, et on est en plein dedans. Et donc des générations à qui on avait promis ça se souviennent encore de ces promesses et se disent mais on en est très très loin. Il ne peut pas avoir de démocratie, c'est la corruption. Il ne peut pas y avoir de démocratie si les personnes qui sont au pouvoir ne sont pas responsabilisées quand il y a des échecs. Cela est incompatible avec l'image
que ces peuples ont de la démocratie. Et quand surtout après vous voyez que l'Union européenne qui parle au nom de la démocratie décide qui a droit de représenter les valeurs, Oui, qui qui a n'a le pas droit le de droit de voter. parler, il y a des règles. Voilà, et on a des règles, mais on va aménager les règles parce que du coup on n'est pas d'accord des choix des Hongrois. Aux Roumains, la justice roumaine va dire que tel candidat ne peut pas se présenter parce qu'il ne représente pas la démocratie. Bon, on arrive vraiment dans de l'orwellien. Et je peux vous garantir une chose aussi qui est assez intéressante dans ces pays de l'Est et que le communisme n'a pas endommagé, c'est que la jeunesse est cultivée, la jeunesse lit, la jeunesse sait qu'il y a eu beaucoup de manipulations. Les Serbes ont été à travers des tombereaux de mensonges à travers toutes les années 90-99 et ont appris à lire entre les lignes. Mais c'est pareil en Roumanie, on aime encore la culture, on s'instruit et donc on est moins, je veux dire, tributaire des informations du 20h, comme on peut l'être malheureusement en Europe de l'Ouest. Et ça, c'est extrêmement important. Ces jeunesses dans la rue descendent et marchent derrière des icônes parce que c'est leur culture, c'est leur identité, parce qu'ils ont la foi et parce qu'ils savent aussi ce que c'est qu'une réelle démocratie, parce qu'ils ont lu, parce qu'ils arrivent à comparer et ils savent détecter un menteur quand ils en voient un. C'est ce que C'est j'allais plutôt vous dire. rassurant pour nous, on devrait s'en inspirer. Nicolas Mirkovic, finalement, ils ont gardé en mémoire la méfiance, on va dire, intrinsèque qu'on peut avoir face aux politiques, de par leur histoire. Peut-être que nous, on l'a un peu trop oublié. Je vais me tourner vers Grégor Pupin. Finalement, je reviens sur cette révolte identitaire, qu'on peut appeler comme ça, en tout cas, notamment en Roumanie, qui est très forte en Roumanie, puisqu'on voit... non, pardon, en Serbie, parce qu'on voit ces icônes, notamment défiler, portées par des jeunes. On voit, c'est religieux, j'ai failli dire prêtre, c'est religieux dans la rue également. Et finalement, tout à l'heure, vous parliez de l'Open Society, et cette guerre-là, finalement, c'est une guerre identitaire avant tout. Grégor Pupin, que l'Open Society, c'est le déracinement. Donc, c'est la sortie de l'identité, de ses racines, des racines d'un pays. Voilà, c'est l'un des aspects, on va dire. Je dirais que la conquête du monde, de ce que Orban appelle l'empire, ça veut dire de ce monde occidental individualiste, elle se fait beaucoup au plan culturel, au moyen de la culture. L'un des moyens de transformer en fait un pays traditionnel, que ce soit en Europe, mais aussi en Afrique ou en Amérique latine, en un pays moderne ou post-moderne individualiste, c'est d'introduire cette espèce de matérialisme athée de la promotion de la culture woke, de l'avortement, des LGBT, etc. Je dirais que le navire amiral de la conquête de cet empire individualiste, c'est la Gay Pride. Ça veut dire lorsque l'on voit ce combat sur y aura-t-il ou non une Gay Pride à Moscou, maintenant Orban qui veut interdire de fait la Gay Pride à Budapest, mais aussi la question de la Gay Pride à Jérusalem. C'est une volonté de conquête culturelle pour imposer cette conception individualiste et post-moderne de l'être humain, et ensuite aussi tout ce qui va avec, bien sûr, le rejet de la religion, les questions sur l'éducation des enfants, l'éducation sexuelle, l'avortement, et ensuite, bien sûr, l'immigration qui vient aussi en complément, qui vient un peu verrouiller cette transformation culturelle. Donc oui, je dirais que l'empire individualiste avance par les réformes culturelles, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on observe en Pologne une volonté acharnée d'imposer ces réformes, comme cela a été le cas précédemment en Irlande, et l'Irlande a été renversée grâce à cela, par ce moyen-là, par le moyen de la morale, de la culture et du renversement culturel. Et c'est ainsi que les pays, les peuples sont conquis, c'est en leur enlevant en blessant leur âme. C'est en blessant l'âme des peuples qu'on les conquiert. Et c'est ce qui est en train de se passer en Pologne, c'est la tentative qu'il y a en Pologne, et c'est ce contre quoi veut se battre Orban. Et je pense que les orthodoxes ont compris cela parce qu'ils ont l'expérience des années communistes, et ils savent que c'est l'âme du peuple qui le maintient en vie, et c'est là-dessus que ça se joue. C'est pour ça qu'il ne faut pas du tout négliger l'importance de ces sujets, et c'est pour ça aussi que l'Open Society de George Soros mène tous ces combats, mais y compris pour la légalisation de la prostitution, pour la légalisation de la drogue, pour l'avortement, pour tout le reste, et pour l'immigration. Donc oui, la dissolution culturelle d'une société est une arme pour toucher son âme, pour blesser son âme, et ensuite, effectivement, pour dissoudre, contribuer à la dissolution de la société. Voilà, c'est ça la réalité. Et le combat que moi j'ai vu, l'opposition que j'ai vue pendant 15 ans au Conseil de l'Europe, lorsque la Russie était encore là, c'était toujours sur ces sujets.
Et si en fait la Russie est devenue progressivement un adversaire de l'Europe, ce que j'ai vu des années, année après année, enfin ce clivage croissant, c'était au départ un clivage sur les valeurs, comme il y a eu ce clivage avec la Pologne sur les valeurs. Ouais. Le reste ensuite, effectivement, c'est parce qu'on a l'impression que l'Europe grandit, s'étend, d'abord par la conquête culturelle qui précède ou qui renforce la conquête économique. Oui, oui. Et les 2 vont de pair, les 2 vont de pair. Enfin malheureusement, Mmh. malheureusement. En fait, Et si je vous comprends bien, il faut d'abord casser le noyau, on va dire, oui, identitaire, de la famille, et cetera, de résistance, de réflexion, ses racines, pour pouvoir faire, entre guillemets, «une invasion, économique». C'est ça ce que vous dites, Grégoire Pépin? Enfin, en gros, la pour le intégrer oui. pour intégrer ces peuples dans la mondialisation individualiste, mercantile telle qu'on la connaît. Il faut dissoudre les peuples et alors bien sûr les peuples orthodoxes, il faut les dissoudre, enfin ça passe par l'orthodoxie, donc ça passe par la religion, ça passe par la famille, ça passe aussi parfois par le peuple, ça veut dire, par l'immigration, réussir à dissoudre, l'intégrité du peuple. Donc bien sûr, c'est un phénomène de dissolution pour intégrer un ensemble politique plus vaste, ou un ensemble, oui, enfin, on peut appeler ça politique, ce que Orban appelle l'empire, qui est, il faut le dire aussi, largement financier. Alors, on n'a pas parlé du projet là d'emprunt européen, dans le cadre du projet de réarmer l'Europe, Mmh. mais je pense que c'est aussi important d'en Réarmer parler l'Europe, parce que vas-y. c'est l'étape d'après, Mmh. qui consiste à nous imposer, sans notre voix, sans le vote des Européens, un pas supplémentaire décisif dans le renforcement précisément de l'Union européenne, de façon définitive par l'Europe de la défense et puis, un emprunt où l'Europe en fait se lie, se lie par l'emprunt, comme un particulier peut être lié à sa banque en étant endetté. Oui, Et donc là, en endettant tous les Européens ensemble, on nous force en fait nous et les générations futures, à accepter que l'Union européenne, à l'avenir, prélève les impôts et c'est un pas décisif et irréversible. On voit l'Union européenne, enfin, surtout Macron, Von der Leyen, utiliser le contexte de crise avec l'Ukraine pour nous forcer à faire ce pas de plus dans le fédéralisme européen pour verrouiller le système, nous et les générations futures, par la dette. Et oui. finalement, c'est très bien trouvé parce que la dette, il n'est pas nécessaire d'avoir la majorité, l'unanimité des États, mais nous endetter sur plusieurs générations, c'est donner un pouvoir définitif à l'Union européenne sur Oui. notre existence et c'est nous obliger à accepter le fédéralisme. Donc je pense que la crise ukrainienne, c'est pour nous le moyen de faire l'Europe. Ça veut dire que, comme je le disais déjà, c'est faire l'Europe par la guerre. La guerre est un moyen pour faire l'Europe. Et c'est parfaitement ça, faire l'Europe de la défense, nous endetter sur des générations, verrouiller le pouvoir de Bruxelles, et ensuite essayer de rattacher l'Ukraine à notre sphère d'influence pour nous couper définitivement de la Russie. Alors que moi, je pense qu'on a raté mais une occasion extraordinaire. Je me souviens, je suis nostalgique finalement de ces années d'autrefois où la Russie était à Strasbourg, on pouvait travailler tous ensemble, on avait des perspectives d'une grande Mmh. Europe. Mmh. Et maintenant, nous sommes dans une démarche totalement inverse, qui est vraiment funeste pour l'avenir européen. Cette, marche pour la guerre et ce plan Réarme Europe, finalement servirait à nous asservir, heu, financièrement, comme ils n'ont pas Oui, forcément encore réussi à le faire de manière, politique, au niveau européen, fédéral. C'est ça? voilà, Grégoire disons Pépin? qu'il y a déjà eu la crise vous savez, Mmh. le Covid a déjà été une première fenêtre d'opportunité pour créer cette dette, européenne et le plan de relance, européen, donc de 800 milliards. Maintenant, il y a cette deuxième fenêtre d'opportunité avec la crise ukrainienne pour remettre, on va dire, une couche. Le premier projet est bien sûr de permettre 800 milliards de dépenses pour réarmer l'Europe dans les 5 prochaines années, réarmer l'Europe face à la Russie. Alors, il y a plusieurs intérêts à cela, évidemment. Il faut comprendre que la politique, c'est toujours complexe. Il y a déjà un intérêt financier pour les pays comme la France ou la Grèce, qui sont extrêmement endettés. C'est que, d'un coup, vous avez une manne financière qui vient, comme le plan de relance européen après le Covid. Donc, une masse financière énorme pour des pays comme la France qui ne sont plus tellement capables de s'endetter par eux-mêmes ou difficilement Mmh. ou la Grèce. Et donc là, on mutualise, on obtient de l'argent par le biais de l'Union européenne.
Ensuite, cet argent sera utilisé en grande partie pour financer et injecter dans l'industrie de défense européenne, donc c'est bon aussi pour l'économie. Ensuite, c'est bon pour le fédéralisme européen parce que ça nous oblige à aller dans le sens d'une Europe de la défense, donc acquérir de facto une compétence majeure. Et puis aussi l'aspect financier, si vous êtes endetté, si vous devez rembourser, dans ce cas-là, l'Union européenne doit pouvoir prélever des impôts. Et donc, vous savez bien qu'un État, ça suppose un gouvernement, ça suppose l'armée, ça suppose le pouvoir et ça suppose les impôts. Là, d'un coup, on a le saut qualitatif, entre guillemets, qui permet de passer vraiment complètement dans un système fédéral verrouillé. Et vous savez bien aussi que c'est lorsqu'il y a face à un ennemi commun qu'on crée l'unité nationale. La guerre en Ukraine est l'occasion rêvée pour créer et renforcer l'unité de l'Europe occidentale face à l'ennemi russe qui est utilisé pour cela aujourd'hui. Et donc, il y a une utilisation du contexte pour des causes et des finalités diverses que l'on peut parfaitement analyser. Et maintenant, effectivement, on comprend bien l'importance de la Roumanie qui est un pays pivot avec sa base de l'OTAN, l'importance des Balkans. Si les Balkans basculent complètement du niveau au sein, enfin, versent vraiment dans le projet culturel de l'Union européenne, eh bien, voilà, on aura bouclé la boucle. Merci beaucoup pour cette belle analyse, Grégoire Pupin. Je vais donner le mot de la fin à Nicolas Mirković et Éric Denessé est déjà là, donc ce sera vraiment le mot de la fin. Et puis je salue Éric Denessé qui est déjà en attente. Nous sommes légèrement en retard, mais Nicolas Mirković, le mot de la fin, peut-être, j'imagine que vous avez beaucoup de choses à dire par rapport à ce que vient de dire Grégoire Pupin. Oui, je pense qu'il est important qu'on se rende compte qui sont les marionnettistes et les marionnettes dans cette affaire. Cet élan qu'il y a dans les rues de différents pays de l'Est, de peuples jeunes qui n'ont pas peur d'affirmer leur identité et qui réclament un régime qui soit respectueux de la diversité des opinions, qui ne soit pas soumis à des puissances étrangères, des puissances financières, des puissances politiques et économiques. Cet élan doit nous ouvrir les yeux parce qu'en effet, on est en train d'emprunter, comme l'a dit Grégoire Pupin il y a quelques instants, la route vers la guerre. On nous avait promis que la construction de l'Union européenne, c'était pour protéger l'Europe, c'était pour la paix. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, on a face à des menteurs, à des personnes qui manipulent, à des personnes qui n'ont rien fait pour la paix, qu'on n'a pas dépensé 1 euro pour la paix, alors qu'on avait l'opportunité à partir de 2014 et les accords de Minsk 1 et puis 2015, Minsk 2. Il n'y a même pas 100 millions qui ont été dépensés pour la paix en Ukraine. Et là, on veut faire 8 milliards pour la guerre contre un pays qui a 6000 têtes nucléaires, là où on en a 230. Donc je pense qu'il faut éviter cette folie guerrière. Il faut surtout que nous nous mobilisions pour que ces personnes qui ne sont pas du tout des démocrates, qui sont à la tête de de nombreux pays européens aujourd'hui, rendent des comptes que ces personnes, il faut changer comment dire, que des nouvelles générations arrivent et travaillent sur une Europe de la paix qui ne sera pas une Europe supranationale. Aucun de ces mouvements ne réclame la supranationalité, aucun de ces pays de l'Est ne réclame une Union européenne supranationale, ne réclame de revisiter les traditions, de redéfinir comment dire, les règles de la vie en société. Tous ces pays-là veulent vivre juste dans des pays où on a le droit de s'exprimer, où nos voix sont prises en compte et qu'il n'y ait pas cette manipulation. Parce que la démocratie en Europe est mourante. C'est ça le problème de fond. Ce n'est pas juste une question de parti politique, droite-gauche, c'est une question de quelles sont les valeurs qui nous rassemblent et qu'est-ce qu'on a envie de défendre. C'est ce qu'a dit J.D. Vance lors de son fameux discours à Munich en février dernier. Il dit que ça ne sert à rien que vous récupériez de l'argent, que vous cherchiez de l'argent pour que vous battiez contre quelque chose que vous n'arrivez pas à définir, alors que vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de ce que vous voulez défendre. Et je pense que cette leçon, on doit se l'appliquer à nous-mêmes et on doit se battre parce que les temps sont très très difficiles. Et croyez-moi, qui ai connu les guerres en ex-Yougoslavie, ne pensez pas que ça ne puisse pas nous arriver. Ça arrive très vite. Ça arrive très vite, la guerre, et on a des personnes qui sont à nos têtes, qui sont clairement pas responsables et qui n'en ont rien à faire de dépenser l'argent des autres et de faire mourir les enfants des autres pour leur folie politique. Donc il est temps d'y mettre fin. Merci beaucoup Nicolas Mirković pour ce bon sens également. Je rappelle vos livres Bienvenue au Kosovo aux éditions du Rocher, Le chaos ukrainien et puis également L'Amérique Empire aux éditions Temporis. Merci encore Grégoire Pupin, directeur du think tank chrétien conservateur le CLJ, qui a notamment publié ses enquêtes sur les juges et l'Open Society de George Soros. Merci encore à tous les deux.
Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.